Bonjour à tous. Alors, Bonjour. je sais pas si mon micro fonctionne, c'est bon? Non? Est-ce que maintenant mon micro fonctionne? Non? Si c'est bon, faut peut-être que je parle encore plus fort. C'est bon là? Je sais pas ce que la régie me dit. C'est bon? Je regarde la régie, c'est bon. Eh bien, bonjour à tous. On est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Alors, pourquoi venir vous parler de la pédagogie Montessori alors que, comme l'a dit Anne-Sylvie, il s'agit de l'une des pédagogies les plus connues dans le monde? J'aimerais, pour démarrer, vous partager une petite anecdote. Il y a quelques années, une dizaine d'années exactement, lorsque je rejoins les bancs de l'université à Paris, on me posait souvent cette question, en tant que non-parisienne, de quel lycée viens-tu? Et je répondais, je viens du lycée international Montessori, dans les Yvelines. Et on me répondait, Montessori? Je ne connais pas. La vie est pleine de surprises. Plus d'une dizaine d'années plus tard, presque tout le monde prononce correctement le mot Montessori. Et surtout, cette pédagogie a passionné les éducateurs de tout horizon. Aujourd'hui, l'idée n'est pas de vous faire le b.a.-ba de la pédagogie Montessori, mais notre attention est plutôt de mettre son travail en perspective, de vous inviter à prendre du recul, de penser à l'école, aux enfants, aux adultes, aux enseignants d'aujourd'hui, à la lumière des préceptes de Maria Montessori. Et peut-être vous rendrez-vous compte, comme nous, qu'aujourd'hui, plus d'un siècle après, repenser notre éducation, notre système éducatif à la Montessori représenterait une révolution pour l'école, mais bien plus encore. Cette conviction que nous portons toutes les deux avec Sylvie est née de notre histoire, d'une petite révolution que mes parents ont menée à leur échelle il y a plus de 30 ans. Elle parle bien. Hein. Alors moi, je m'appelle Sylvie Descleb et je vais vous présenter rapidement mon parcours. Donc en fait, moi, ma vie, elle a été complètement bouleversée le jour que mon fils aîné est apparu et ses 4 frères et sœurs. Ça faisait 10 ans que je travaillais dans... On m'entend pas? Aïe, aïe, aïe. Comme ça? Ah, super. Donc ça faisait 10 ans que je travaillais dans l'immobilier. Et là, les enfants apparaissent et c'est terminé. Plus rien n'existe d'autre. Donc, je me suis dit, mais moi, ce que je veux, c'est leur offrir la plus belle enfance. Parce que c'est une grosse responsabilité. Et donc, pour moi, ça passait par l'école. Parce que moi, je n'avais pas gardé un super souvenir de l'école. Donc, je voulais leur offrir une belle enfance où on respecterait leur personnalité, où on leur permettrait d'apprendre à leur rythme, où on les mettrait surtout pas dans un moule, parce qu'ils étaient très rapprochés. Je voyais bien qu'ils étaient très différents, et c'est ça qui m'intéressait. Et où ils seraient entourés d'adultes d'une extrême bienveillance. Et bien sûr, la pédagogie Montessori, c'est devenu une évidence pour moi. Et de créer une école est devenu une évidence. Je crois que j'étais un peu folle à cette époque, mais bon. Et quand j'ai créé cette école, ma deuxième fille, donc la sœur aînée de Stéphanie, a été atteinte d'une leucémie. Et là, ça a été un tsunami dans ma vie. Et donc, j'ai décidé de donner un tout autre sens à mon existence et de me mettre au service des enfants par l'intermédiaire de l'école, bien sûr, une éducation différente, mais aussi, pour moi, surtout, parce que pour moi, Montessori, c'est avant tout une philosophie de vie, une philosophie d'approche des enfants. Et donc, j'ai décidé que j'allais vraiment essayer de leur offrir à tous les enfants que je côtoierais le mieux possible. Et c'est comme ça que j'ai toujours eu à cœur de diffuser cette pédagogie et puis cette philosophie le plus possible autour de moi. Donc on m'a dit, il faut que tu écrives des livres. Bon, je ne savais pas écrire des livres, hein, mais je me suis dit, je vais écrire des livres. Donc j'en ai écrit 80. Et puis après, donc j'ai créé des écoles. Et puis après, j'ai créé un organisme de formation. Et puis après, j'ai créé aussi un bachelor Montessori pour une école de management. Et puis après, Stéphanie m'a proposé de participer à ce podcast Les adultes de demain avec elle. Et pour moi, faire quelque chose avec mes enfants, déjà, c'est extraordinaire. Et en plus, que mes enfants se mettent aussi dans l'éducation et transmettent ce flambeau et fassent encore mieux que moi, parce que ce qu'elle fait, c'est mieux que moi, je vous assure. Eh bien, j'ai dit, oui, ça m'a passionnée tout de suite. Alors, comme Sylvie vient de l'illustrer, cette éducation que j'ai eu la chance de suivre, donc une scolarité marquée par la pédagogie Montessori, et la parentalité positive, on peut le dire aussi, il y a eu Isabelle Fioza qui est venue ce matin, a contribué plus que tout à l'adulte que je suis aujourd'hui.
Et en grandissant, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que l'enfance heureuse n'est pas une expérience universelle chez l'être humain. Malheureusement, l'enfance heureuse et épanouie comme celle que j'ai vécue est plutôt un privilège qu'une norme. Et j'ai donc grandi avec ce constat, ce triste constat. Et pourtant, je pense qu'aujourd'hui, on est tous rassemblés aujourd'hui avec cette conviction que l'éducation peut changer le monde. Qu'il est temps de mettre fin à notre culture de la violence, de la domination, de la déconnexion vis-à-vis des enfants. Et qu'il faut rappeler à tous que l'enfance est l'une des périodes les plus extraordinaires de notre vie. Et donc c'est de là qu'est née cette idée de créer le podcast Les Adultes de Demain, le podcast qui donne la voix à celles et ceux qui changent le monde par l'éducation. Car je suis intimement convaincue d'une chose, c'est que nous vivons actuellement une urgence de l'enfance, tout comme nous vivons une urgence de l'écologie. Et qu'il est absolument nécessaire de changer notre manière de concevoir l'enfance, puisque je pense que nous savons tous que l'enfance pose les fondations de notre vie et que, telles les racines d'un arbre, les relations que nous construisons entre les adultes et les enfants nous construisent ou au contraire nous blessent à jamais. Alors, j'ai créé ce podcast avec Sylvie. On a coécrit aussi un livre ensemble. J'anime des conférences, des tables rondes et je m'engage aussi associativement pour créer des projets qui visibilisent la voix des enfants dans notre société. Alors, lorsqu'on me demande ce que je fais, je réponds que je suis une entrepreneure engagée pour l'enfance qui s'inspire des plus grandes figures de l'éducation qui avaient compris tout ça bien avant nous, comme l'était Maria Montessori, et c'est de cette révolution que nous allons vous parler maintenant. Maria Montessori est née en 1870 en Italie, à une époque de profonds changements, de révolution même éducative. Il s'agit évidemment de l'éducation nouvelle au début du XXe siècle. Alors à cette époque-là, il parlait de révolution copernicienne, puisque selon eux, selon tous ces pédagogues, il nous fallait vivre une révolution totale dans notre manière de concevoir l'enfant, dans notre manière d'accompagner les enfants, les élèves, donc dans notre posture d'adulte, et dans l'environnement que l'on crée pour les enfants. Alors, je vais en citer certains que vous connaissez certainement très bien. Célestin et Élise Freinet, Ovid de Crowley, Janusz Korczak, Rudolf Steiner et Maria Montessori font partie de cette génération qui ont vraiment voulu changer les choses en termes d'éducation, et ce, il y a plus d'un siècle. Alors, certains des grands principes, vous les connaissez bien. C'est tout d'abord penser éducation avant instruction. Avant l'éducation, avant de transmettre les savoirs fondamentaux, il est essentiel de transmettre des valeurs et des compétences, et ainsi de réfléchir l'éducation de manière intégrale à travers notre tête, notre cœur et notre corps. Et donc déjà un travail émotionnel. Et tout ça, c'était il y a plus d'un siècle. L'idée aussi derrière ces pédagogues de l'éducation nouvelle, c'était de favoriser les apprentissages par l'expérience. Donc on faisait des projets pratiques, des activités et des ateliers en plein air, on favorisait la manipulation, l'observation, tout en mettant l'accent sur un apprentissage intégré et appliqué. Et enfin, l'un des autres principes que vous connaissez certainement très bien, c'est de respecter le rythme de l'enfant. Il y a cette citation de Maria Montessori que j'aime beaucoup. « Les parents ne sont pas les bâtisseurs de l'enfant, mais ses gardiens », dit Maria Montessori. On repense donc avec l'éducation nouvelle notre manière de vivre ces relations entre adultes et enfants. Alors évidemment, Maria Montessori s'est beaucoup nourrie de tous ces échanges qu'elle a vus avec ses pédagogues, mais son approche était unique et inédite. Maria Montessori, c'est une scientifique, donc elle s'est basée sur des observations minutieuses et notamment un matériel spécifique dont on va vous parler. Alors, je vous ai parlé de révolution copernicienne, mais on peut même parler de révolution personnelle, puisque Maria Montessori, dès son enfance, a voulu faire de sa vie sa trajectoire personnelle, décidée et non selon les attentes de la société. On dit qu'elle avait une ambition débordante, qu'elle avait déjà une vision très pionnière, et c'est ce qui fait d'elle une figure d'inspiration universelle. Alors, dès l'adolescence, Maria Montessori s'était passionnée par les mathématiques, par les sciences, et vous voyez où je veux en venir, elle rêvait déjà de devenir médecin. Pourtant, à l'époque, la faculté de médecine était très peu ouverte aux femmes. Alors, on est à la fin du 19e siècle. Pourtant, l'université est bien ouverte aux femmes. Depuis 1874, elles peuvent s'y inscrire. Et pourtant, on en compte très, très peu. Pourquoi ? Évidemment, les normes sociales ne laissaient pas les femmes intégrer l'université. Celles-ci devaient se cantonner à leur rôle de mère et d'épouse, et donc étaient cantonnées au foyer. Mais pour Maria Montessori, cela ne l'empêchait pas de répondre à cette ambition qu'elle avait. Et au contraire, elle a fait preuve d'abnégation
pendant toute sa jeunesse. Alors notamment pour rejoindre la faculté de médecine, il fallait avoir des compétences en grec et en latin, sauf que Maria Montessori, en tant que femme, n'avait pas eu accès à un lycée classique et donc n'avait pas ces bases-là. Et donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle s'est entendue avec un prêtre, elle a suivi les cours de latin et de grec qui étaient donnés à des séminaristes, elle se cachait derrière un rideau pour les suivre. Alors, son parcours académique était absolument exemplaire. Par exemple, en 4e année, elle finit première de sa promotion, ce qui lui permet d'avoir une certaine petite indépendance financière. Et surtout, en 1896, elle fait partie des seules 3 femmes qui obtinrent leur titre de médecin. Et ce qui est formidable avec Maria Montessori, c'est qu'elle avait déjà compris à l'époque que la médecine devait aider la cause sociale. En effet, on pouvait penser, avec les stéréotypes de genre de l'époque, qu'en tant que femme, elle allait devenir pédiatre ou gynécologue. Pas du tout. Maria Montessori s'intéresse à la psychiatrie. Et donc, elle va aller observer dans les hôpitaux psychiatriques les enfants dits déficients, et ça va représenter un cataclysme dans sa vie. Elle se rend compte que ce dont ils ont besoin, ce n'est pas seulement de solutions médicales, mais d'une approche pédagogique. Et c'est là le point de départ de tout le travail de Maria Montessori autour de la pédagogie. Alors, sa vocation pour les sciences et la pédagogie n'est pas le seul élément qui fait d'elle un caractère avant-garde, hyper moderne. Saviez-vous que Maria Montessori était une féministe de la première heure? Et ça, j'ai beaucoup de joie à relire tous ces moments-là de sa vie. Parce que déjà, dans sa vie privée, dans son couple, Maria Montessori était donc en couple avec un médecin, Montesano, et ils décidèrent de ne pas se marier. Alors, on savait que c'était un couple très moderne, mais il semblerait que c'était une décision de Maria Montessori soutenue par sa mère, parce que selon elle, cela viendrait à l'encontre de son indépendance personnelle et professionnelle. Alors on sait l'impact que ça aura, notamment elle a dû cacher sa grossesse, et son fils Mario est né et elle l'a tout de suite mis en foyer à plusieurs kilomètres de chez elle. C'est un choix qu'on n'a toujours pas élucidé, un mystère, dont on ne comprend toujours pas exactement quels étaient les ressorts, puisque l'on sait, comme Maria Montessori défendait les valeurs de la maternité et l'importance de la petite enfance dans le développement de l'enfant. Mais c'est toute la magie du personnage de Maria Montessori, si brillant et si mystérieux, même si on sait que cet éloignement sera une souffrance pour elle terrible et qu'elle aura toute sa vie en grandissant. Donc ce féminisme, elle l'incarne aussi dans son engagement pour la défense des droits des femmes. Alors elle poussait les femmes à l'époque à devenir des citoyennes autonomes et notamment à revendiquer le droit de vote. Alors je vais vous lire cette citation. « Femmes, levez-vous toutes, votre premier devoir en ce moment de l'histoire de notre société est de demander le droit de vote. » On est en 1906. Il s'agit d'une affiche qui a été placardée dans des rues en Italie, clandestinement, et qui reprend un discours célèbre de Maria Montessori. Le droit de vote est octroyé en 1945, pourtant, en Italie pour les femmes. Alors, ces réflexions autour de la place des femmes, elle les porte à travers une science supplémentaire, et cette fois-ci une science sociale. Maria Montessori se passionne pour l'anthropologie. Alors, elle va observer tous ces rôles spécifiques qu'on donne aux femmes, et elle va prouver qu'ils sont ni biologiques ni immuables. Les femmes, on leur apprend dès l'enfance, à cette époque-là, des valeurs de soumission, d'obéissance, de dépendance. Et en fait, elles se rendent compte qu'elles sont le résultat de constructions culturelles et sociales, et que l'éducation pourrait briser ce schéma. Elle faisait face, évidemment, à cette époque, à de nombreux discours misogynes. Et écoutez bien ça, mesdames, au début du XXe siècle, il était admis par certains célèbres anthropologues, évidemment masculins, que le volume de notre crâne expliquait notre infériorité intellectuelle vis-à-vis des hommes. Voilà ce à quoi Maria Montessori faisait face à l'époque. Donc toute sa vie, elle encouragea les femmes à suivre des études, à travailler, à prendre le contrôle de leur vie d'une société marquée par le patriarcat. Et pourquoi je vous ai partagé tous ces éléments de la vie de Maria Montessori qui ne sont pas nécessairement connus par le plus grand nombre, c'est que tout cela incarne cette figure évidemment libre, engagée et indépendante. Et je pense que ces valeurs de liberté, on les retrouve très bien dans sa pédagogie que Sylvie va maintenant vous présenter. Donc oui, je vais vous présenter rapidement les grands principes de la pédagogie Montessori, mais je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Donc comme on a dit, cette pédagogie fait partie des pédagogies nouvelles, donc elle met vraiment l'enfant au cœur de l'apprentissage, parce qu'elle place ses besoins, ses intérêts et son rythme de développement au cœur de cette approche éducative.
Donc l'enfant est aussi considéré comme l'acteur principal de son propre apprentissage, capable d'explorer et de comprendre le monde qui l'entoure avec le soutien d'un environnement adapté. Donc ceci s'illustre par le fait que c'est une méthode totalement individualisée où chaque enfant avance à son rythme selon ses propres besoins et centres d'intérêt. Un autre élément qui est très important dans cette pédagogie, c'est la notion de liberté, qui souvent est mal comprise. On dit oui, chez Montessori, ils ont tous les droits, ils font ce qu'ils veulent. C'est aussi un argument pour les parents quand parfois on leur dit que leur enfant faudrait peut-être un petit peu plus le cadrer. Ah oui, mais ça, c'est pas Montessori, parce que Montessori, on leur laisse faire ce qu'ils veulent. Mais non, en fait, les enfants, ils bénéficient d'une liberté de choix au sein de cet environnement, parmi toutes les activités qui leur sont proposées. Mais cette liberté, elle s'exerce dans un cadre précis. On a remarqué que cette liberté, par contre, leur permettait de davantage se concentrer, parce que c'est des sujets qu'ils ont choisis. Et ce qui simule vraiment leur apprentissage autonome et cet enthousiasme d'apprendre dans les écoles Montessori. Donc elle est limitée, par exemple, sur le fait qu'un enfant, c'est difficile pour lui, entre 2 ans, 6 ans, il choisit son activité, mais il doit l'effectuer jusqu'à la fin, correctement comme on lui a présenté, et ensuite l'arranger pour que l'enfant suivant le retrouve dans le bon état d'utilisation. Il a aussi la liberté de se déplacer dans la classe, de marcher, mais il ne doit pas courir, ce qui est très dur. Il ne doit pas courir, il ne doit pas déranger un enfant, il ne doit pas rentrer dans une table, dans un matériel, etc. Donc ça, ce n'est pas facile non plus. Il a aussi la liberté de travailler sur une table ou sur le sol, mais s'il décide de travailler sur le sol, il doit prendre un tapis, le dérouler, s'installer correctement, faire l'activité correctement, renrouler, re-ranger. Et ça, c'est tout un programme pour des jeunes enfants. Et donc, et surtout, ne pas déranger un autre enfant qui est sur son tapis. Donc, c'est vraiment une liberté très cadrée. Elle avait aussi observé que le jeune enfant apprenait par la manipulation d'un matériel concret. Donc, elle a créé toute une quantité de matériel pour toutes les activités, pour la lecture, pour les maths, pour les sciences, pour la géographie, les sciences, etc. etc. Et ce matériel leur permet d'étudier par le concret à un âge très très tôt. Et quand ils ne sont pas encore dans l'abstraction, c'est la raison pour laquelle souvent on voit que des enfants dans les écoles Montessori apprennent à lire, apprennent à compter, apprennent à faire les opérations. Donc on s'est dit, c'est tous des génies chez Montessori, c'est vrai, vous voyez ma fille. Mais par ailleurs, c'est grâce à ce matériel, c'est grâce à la manipulation, c'est grâce à tout ça. Et donc, et que c'est pareil, ils peuvent étudier les continents, ils peuvent faire plein de choses en fait. Et elle a pu observer aussi, ça c'est grâce à un lieu qu'on lui avait confié dans un quartier pauvre de Rome qui s'appelle San Lorenzo. Là, ils avaient réuni des enfants qui étaient un peu laissés à l'abandon pendant que leurs parents travaillaient toute la journée. C'était un quartier nouveau qui était dégradé par ces enfants. Donc on a confié ces enfants dans une pièce à Maria Montessori. On lui a dit, maintenant, vous vous débrouillez avec ça et vous en faites quelque chose, mais vous allez voir, c'est des bons à rien, ils sont bons que pour détruire les choses et tout. Et elle a réussi en les observant, en les respectant, en leur proposant un matériel adéquat, à ce qu'ils apprennent à lire tout seuls, à compter, etc. Donc on venait voir cette expérience dans le monde entier. Et grâce à ces observations, elle a découvert que ces enfants étaient dotés de capacités particulières qui leur permettaient d'absorber de manière spontanée et inconsciente et ce qu'ils expérimentaient dans leur environnement. Un peu comme une éponge, sauf qu'une éponge, on absorbe et ça ressort parfois. Eux, ça reste. Et donc, elle a appelé ça l'esprit absorbant. Et d'ailleurs, elle en a fait un livre qui s'appelle L'esprit absorbant. Et pendant cette période aussi, de 0 à 6 ans, elle a aussi observé que l'enfant traverse ce qu'on appelle des périodes sensibles, qui sont des moments spécifiques du développement pendant lesquels ils sont plus réceptifs à certains apprentissages ou à certains stimuli de l'environnement. Donc, elle en a déterminé un certain nombre. Il y a celle du langage, vous savez, quand l'enfant commence à apprendre à parler, quand il apprend à lire, à écrire, et il peut même apprendre une langue, voire 2 langues, voire 3 langues à ce moment-là, avec une grande facilité. La période sensible de l'ordre, c'est là où il a besoin vraiment de structure et d'ordre pour mieux comprendre le monde. Vous savez, c'est là où ils font des crises quand on déplace quelque chose et qu'on se dit « Ah, il fait un caprice !» Maintenant, c'est parce que pour eux, c'est rangé comme ça. Celle des mouvements, vous savez, avec la motricité libre, la motricité fine. Celle des petits objets, vous savez, quand vous les promenez puis qu'ils s'arrêtent sur chaque petit truc et que nous, on dit « Allez, avance !» En fait, non, ils observent tout ce qu'il y a partout.
et celle du développement sensoriel et de la socialisation, c'est-à-dire c'est l'âge où il commence à comprendre les interactions sociales et les comportements adaptés pour être un être qui sait bien se comporter en société. Ensuite, elle a parlé beaucoup donc, de l'aménagement de cet environnement. C'est une donnée qui est vraiment très importante pour permettre à l'enfant de tirer le meilleur parti de ces périodes sensibles. Et dans la pédagogie, on l'appelle l'environnement préparé. Et il est bien sûr aménagé par l'adulte, qui, grâce à ces observations des enfants, va y installer tout ce qu'il faut pour l'enfant. Donc ça commence dès les premiers jours, vous savez, pour les tout petits, quand on va leur mettre des images en noir et blanc partout autour d'eux pour qu'ils puissent focaliser leur attention, quand on va les mettre sous des mobiles, les fameux mobiles Montessori, pour qu'ils puissent au début, ils vont bouger parce qu'ils les heurtent d'une manière inconsciente, puis petit à petit, ils vont comprendre la relation de cause à effet. Vous voyez, tout cet aménagement de l'environnement qu'on va faire autour d'eux pour leur permettre d'acquérir les choses par eux-mêmes. Donc, et l'adulte fait partie de cet environnement, donc on a un soin tout particulier dont je vous en parlerai après, parce qu'on fait partie de cet environnement. Donc, dans une classe Montessori, vous savez, le matériel il est disposé sur des étagères pour qu'il soit disponible et accessible pour tous les enfants, avec une façon précise de leur donner ça. Je le précise pour les professeurs des écoles, parce que souvent, ils ne savent pas. Donc, on doit les ranger de la gauche vers la droite et du haut vers le bas. Alors, c'est le sens du plus facile au plus difficile. Alors, vous avez compris, c'est le sens de l'écriture. Et comme ça, l'enfant, quand il maîtrise une activité, il sait qu'il peut automatiquement prendre celle d'à côté. Et évidemment, si vous êtes dans une culture où on écrit de droite à gauche, il faut le faire dans l'autre sens. Donc, je ne vais pas vous parler de toutes les aires de la méthode Montessori, parce que je crois que vous connaissez, puis après, Stéphanie va dire que ça dure trop longtemps. Donc cet environnement, il est vraiment toujours parfaitement rangé. Le matériel doit toujours être complet, afin de respecter aussi ce qu'on appelle le contrôle de l'erreur, dont je vais vous parler après. Et si vous fabriquez du matériel, le contrôle de l'erreur, il est fondamental. Donc c'est vraiment un des fondamentaux aussi de la pédagogie Montessori. Et ça me semble vraiment quelque chose qui devrait vraiment être mis en place partout. Parce qu'elle avait intégré, elle, dans tout le matériel qu'elle avait conçu. Vous savez, si vous connaissez par exemple les blocs de cylindres, vous savez, il y a 10 cylindres, puis l'enfant, il les rentre, il les sort. Donc s'il les met dans la mauvaise alvéole, il y en a qui n'auront plus de place. Donc c'est ça le contrôle de l'erreur. Et moi, je constate, mon petit-fils, le fils de Stéphanie, qui est un génie aussi, eh bien, je le regarde à 20 mois, quand il se trompe, et en fait, il fait exprès de se tromper parfois, et je vois qu'il doit réfléchir. Et ça, j'adore, moi, je suis fascinée par les enfants. Donc, en fait, le contrôle de l'erreur, ça va vraiment leur permettre d'apprendre avec beaucoup d'autonomie, ça va leur développer énormément leur confiance en eux-mêmes, et ça va changer le rôle de l'adulte. C'est-à-dire qu'on n'est plus là pour leur dire « c'est bon, c'est juste ». Ils n'ont pas besoin de ça, parce qu'ils le trouvent par eux-mêmes. Et ça va aussi leur donner une autre vision de l'erreur. Ils vont comprendre que l'erreur, ça fait partie du processus d'apprentissage. Et ça, c'est super, super important. Donc ça, c'est une donnée vraiment à garder quand vous préparez du matériel. Il faut vraiment toujours penser à ce contrôle de l'erreur. Donc, vous voyez, ça peut être, parce que souvent, je vois les professeurs des écoles, ils font des choses extraordinaires comme matériel. Donc, si on fait des mises en paire, par exemple, mettre des gommettes de même couleur, par exemple, si on leur met des questions avec des opérations, on va mettre le résultat derrière. Alors, les gens vont dire, ah oui, mais ils vont tricher, ils vont regarder la réponse. Eh bien non, parce que les enfants que vous avez éduqués toujours de cette façon-là, en leur expliquant que l'erreur, c'est pas grave. L'erreur, ça fait partie du processus. C'est ça qui est intéressant, en fait. C'est de se tromper pour essayer de trouver les solutions pour trouver la bonne réponse. Eh bien, ils ne regardent pas, parfois ils la regardent, mais ils refont jusqu'à ce qu'ils trouvent la bonne réponse. Ensuite, Maria Montessori, elle avait beaucoup insisté sur la posture de l'adulte, qui doit être vraiment d'une très grande bienveillance et un modèle pour l'enfant. Elle a parlé vraiment de guide qui allait accompagner l'enfant en restant très respectueux de sa personnalité et de ses besoins. Et l'adulte doit être vraiment un observateur, et c'est ça qui est très dur, c'est qu'on doit être un observateur neutre, c'est-à-dire, parfois on aimerait bien voir des choses chez les enfants, mais parfois on ne le voit pas. Donc il faut rester cet observateur très neutre. On va organiser l'environnement, on va faire des présentations, etc. Et moi, j'ai gardé quelque chose que j'ai appris dans mes formations, que Maria Montessori disait, c'est qu'avant d'être enseignant, il fallait faire un travail sur nous et se débarrasser de 2 défauts. C'est-à-dire, c'est l'orgueil qui nous fait dire qu'on sait mieux qu'eux, et c'est la colère, parce que ça nous fait prononcer des paroles qui vont les marquer pour toujours. Et donc, il faut vraiment se débarrasser de ces 2 défauts, et ce n'est pas toujours facile.
Donc ce rôle de modèle, il est vraiment très important, car on se rend compte que l'enfant, il se construit en miroir par rapport à nous. Moi, par exemple, je me garde beaucoup le petit garçon de Stéphanie, par chance, et je remarque qu'il a plein d'expressions à elle. Et donc, il dit « oh là là » tout le temps. Mais elle dit tout le temps « oh là là ». Et il dit « et hop ». Et à chaque fois qu'elle fait quelque chose, elle dit « et hop ». Bon, je ne vous dirai pas un mot qu'elle dit beaucoup et qui répète et qui est très embêtant, par contre. Ça, très embêtant. Mais bon, on fait semblant de ne pas l'entendre parce qu'il répète de plus en plus. Donc, voilà, je crois que j'ai fini, Stéphanie. Merci. Et hop, lorsque j'écoute à nouveau les mots de Sylvie et la puissance des propositions de Maria Montessori, moi, ce qui m'interpelle tout de suite, c'est à quel point tout ce qu'elle a pensé plus d'un siècle plus tard, c'est encore d'actualité aujourd'hui. Et j'aimerais notamment maintenant qu'on prenne le temps de parler de compétences psychosociales. Alors, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est parce que j'ai vu qu'Osmose était là et qu'ils font un travail formidable à ce sujet. Mais j'aimerais revenir sur ce débat qui existe et dont on parle encore beaucoup à nouveau dans l'actualité. C'est ce débat souvent qui oppose savoirs fondamentaux et compétences psychosociales, hard skills et soft skills en bon franglais. Donc on sait en France que dans notre enseignement, dans notre modèle éducatif, les savoirs fondamentaux ont une place prépondérante, notamment avec l'organisation des programmes par discipline. Alors, on connaît aussi les résultats scolaires du rapport PISA qui date de 2023. On ne va pas revenir dessus. On sait comme les performances des élèves français en termes de réussite scolaire sont moins bons que les autres pays de l'OCDE. Et certains décideurs se sont dit il faut remettre du savoir fondamental, il faut réinsister sur les fondamentaux parce que les jeunes Français ne les connaissent pas assez. Pourtant, la France consacre, par exemple, dans l'élémentaire, 59% du temps scolaire à l'apprentissage de l'écrit, à la compréhension de l'écrit et à l'apprentissage des mathématiques. C'est l'une des proportions les plus élevées de tous les pays de l'OCDE. Comme quoi, la quantité ne fait pas la qualité. Et ce qui nous amène donc à nous poser comme question, qu'est-ce qu'on pourrait changer dans notre éducation pour changer cette donne, pour changer cette situation en termes de réussite, de résultats scolaires, et ainsi nous demander qu'est-ce qu'on a envie de transmettre aux enfants aujourd'hui. Et l'un des enjeux stratégiques, vous l'aurez compris, c'est les compétences psychosociales. Alors, on les connaît, il y a les compétences cognitives, sociales, émotionnelles. Et je crois que vous voyez où je veux en venir. Maria Montessori insistait énormément sur le développement de l'autonomie et de la confiance en soi. Alors, elles ne font pas partie du référentiel officiel des compétences psychosociales, mais elles en sont un résultat ou du moins une composante de ces compétences-là. Alors, Sylvie l'a bien montré, la vision des apprentissages de Maria Montessori se dessine autour de l'autonomie, autour de cette volonté innée qu'ont les enfants d'apprendre. Alors on connaît les phrases célèbres de Maria Montessori, « Apprends-moi à faire seul » ou « Connais-toi toi-même ». Ainsi, les enfants auraient cette motivation, cette volonté, cet enthousiasme en eux pour apprendre. Et l'idée est seulement de venir conserver cette flamme-là, de venir l'accueillir de la meilleure manière qu'on peut, en le laissant être acteur de ces apprentissages. C'est ainsi qu'il trouvera du sens à son travail et on sait comme la question de sens aujourd'hui est cruciale dans notre société. Alors on peut aller encore plus loin sur ces compétences psychosociales, on peut parler de gestion émotionnelle. Maria Montessori l'avait bien en tête, l'organisation de l'environnement est extrêmement sécurisée, ordonnée, calme, l'adulte est bienveillant, à l'écoute de l'enfant, des environnements qui sont donc propices à la concentration, à la maîtrise de soi et donc à la gestion émotionnelle. On peut parler également de coopération avec les classes multi-âges. Donc, les enfants dans les classes Montessori sont mélangés par classe. Et donc, les petits, les plus jeunes regardent les plus grands faire, observent, apprennent de ces exemples-là. Et les plus grands, eux, vont servir de guide, vont venir aider les plus jeunes à apprendre. Donc, ainsi, on développe l'empathie, j'ai dit la coopération, mais également la patience. Donc, revoir notre approche éducative permettrait donc de préparer les enfants au monde d'aujourd'hui et de demain. Alors, on parle aujourd'hui énormément de l'inclusion des enfants à besoins spécifiques. Or, je rencontre beaucoup d'enseignants qui ont dans leur classe des enfants à besoins spécifiques, mais ils n'ont pas eu la formation pour, ils n'ont pas le matériel pour, ils n'ont pas les moyens pour. Donc, c'est très frustrant, tant pour les enseignants en premier que pour les enfants à besoins spécifiques, que les autres enfants, que les parents. Et comme on l'a vu plus haut, Maria Montessori, elle a commencé en s'occupant d'enfants à besoins spécifiques qui, grâce à son approche et au matériel qu'elle avait créé, se sont mis à réussir les examens nationaux de la même façon que les enfants dits normaux. Et aujourd'hui, je constate que cette méthode, elle est très adaptée aux enfants à besoins spécifiques. Moi, j'ai dans ma classe, et j'ai eu depuis de nombreuses années,
par exemple, des enfants 10, hein, vous avez les 10 calculiques, les 10 orthographiques, les 10 dyslexiques. Et grâce au matériel, par exemple, les 10 calculiques, ils comprennent beaucoup plus les notions de numération, ils comprennent beaucoup plus les notions d'opération. Parce que moi, je vois dans ces problèmes de 10, c'est souvent qu'ils se créent un manque de confiance en eux total, puisqu'ils se retrouvent en échec. Et si, grâce au matériel, ils recommencent à y arriver, grâce à cette pédagogie individualisée où on respecte leur rythme, où ils ne font pas tous la même chose en même temps, donc ils avancent vraiment à leur rythme, ils retrouvent la confiance en eux, ils recommencent à apprendre, etc. Moi, j'ai par exemple, j'ai toujours en souvenir un élève que j'avais eu en CE1, il était tellement marqué de manque de confiance en lui qu'il n'arrivait même plus à écrire avec son crayon. Il était très dyslexique. Quand il devait passer des examens, il gérait absolument pas son émotionnel, il vomissait et tout ça. Il a eu son bac dans notre établissement et aujourd'hui, c'est un des plus grands avocats pénalistes en France et il passe très souvent sur BFM. Comme quoi, bon, on fait des miracles. Et par exemple aussi, on accueille aussi des enfants atteints du spectre autistique. Bien sûr, hein, ça dépend des enfants, vous savez que c'est très varié. Et moi, j'ai en classe, justement, en ce moment, un jeune garçon qui a 10 ans, qui ne parlait pas il y a 2 ans. Et aujourd'hui, grâce au matériel mis en place, grâce à tout cet environnement, il commence à parler. Et même grâce au matériel, il commence à composer ses mots et à lire. Comme quoi, ça marche en fait. Donc, on a souvent aussi posé la question, pourquoi tout d'un coup, la pédagogie Montessori est devenue à la mode, tout ce monde est mis à faire du Montessori, on écrit des livres Montessori, on jardine Montessori, on cuisine Montessori, on fait tout Montessori aujourd'hui. Et pourquoi tout d'un coup, alors qu'elle existe depuis je ne sais pas combien de temps? Moi, j'avais fait ça bien avant, hein, on disait que j'étais une secte. Et donc, je me suis dit, mais je pense que c'est grâce à l'apparition de cette science du cerveau des neuroscientifiques. Parce qu'en fait, les neuroscientifiques ont validé énormément d'observations et de fondamentaux de cette pédagogie. Par exemple, les neuroscientifiques ont montré l'importance de l'apprentissage actif, hein, qui renforce énormément de connexions neuronales et qui facilite la mémorisation. De ce fait, dans cette pédagogie, les enfants sont tout le temps acteurs de leurs apprentissages. La notion de période sensible, par exemple, elle a largement été validée par les neurosciences, qui expliquent que durant ces périodes, les circuits neuronaux, pareil, sont particulièrement plastiques et peuvent se développer plus rapidement et plus efficacement. Elle avait souligné aussi l'importance de la concentration qui est mise en place avec le libre choix des activités qui correspond aux besoins propres de l'enfant. Et les neurosciences prouvent qu'une concentration profonde permet aussi la formation de nombreuses connexions neuronales et améliore la capacité encore de focaliser son attention. Et Maria Montessori, on l'a dit, avait beaucoup insisté sur la nécessité du mouvement, hein, dans les apprentissages. Elle avait du mouvement de se déplacer, bien sûr, mais aussi de la main, qu'elle appelait l'outil de l'esprit dans la manipulation de tout ce qui est matériel concret. Et les neurosciences ont aussi montré que le mouvement, et en particulier l'utilisation de la main, active des zones du cerveau impliquées dans la cognition de la mémoire. D'ailleurs, je vous incite à écouter toute une conférence de Stanislas Dehaene là-dessus, où il parle beaucoup de l'importance du toucher des lettres rugueuses pour l'apprentissage des lettres. C'est super intéressant. Elle avait aussi insisté, Maria Montessori, vous savez, sur le développement de la bienveillance et de l'empathie, en incitant les enfants à interagir de manière respectueuse et harmonieuse avec les autres. Et les neurosciences, pareil, ils montrent que les interactions sociales positives, ça renforce encore les circuits neuronaux qui sont liés à l'empathie, qui sont liés à la coopération et qui sont essentiels pour la santé mentale et pour les compétences sociales chez l'enfant et chez l'adulte aussi, hein, bien sûr. Et donc pour revenir sur la thématique de cette conférence, pourquoi la pédagogie Montessori est-elle si révolutionnaire? C'est parce que même aujourd'hui, ce serait une réponse efficace à toutes les crises que l'on connaît en ce moment. Moi, ce qui me fascine encore plus dans tout le travail de Maria Montessori, c'est à quel point elle a élevé la notion même d'éducation. En la concevant pas non seulement comme un ensemble de méthodes et d'environnements, mais bien plus comme ça, comme une arme puissante pour répondre aux maux de notre société. Alors, avec le podcast Les Adultes de Demain, j'ai la chance d'interviewer des personnalités extraordinaires du monde de l'éducation. Et il y a quelques mois, j'ai interviewé le grand neuropsychiatre Boris Cyrulnik et il m'a partagé ce fait qui m'a profondément marqué. Et il y a aujourd'hui, dans le monde, plus de la moitié de la population qui vit dans un pays en guerre.
La guerre est omniprésente dans notre monde, mais est aussi omniprésente dans la vie de nos enfants. Et Maria Montessori a dit « Établir la paix durablement est le travail de l'éducation. La politique ne peut qu'éviter la guerre. » Maria Montessori avait compris que l'éducation était un moyen de favoriser une transformation sociale et de former les enfants à devenir des adultes responsables, conscients et bienveillants. Alors, elle fera de nombreuses conférences autour de la paix juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, en exil en Inde, elle travaillera toujours beaucoup sur ce principe-là, et notamment en s'immergeant dans une culture différente, elle permit d'adapter sa pédagogie à d'autres cultures. Et donc, elle travaillera sur ces principes d'harmonie et de respect mutuel. Et donc, pendant cet exil, elle travailla notamment beaucoup sur le concept d'éducation à la paix. Et pour Montessori, la paix, ce n'est pas la non-guerre. La paix, c'est comprendre la complexité de notre monde. C'est comprendre que l'important, c'est de collaborer ensemble. C'est comprendre, avec des mots d'aujourd'hui, l'importance de développer le sens critique et de faire intelligence collective. Apprendre la paix, c'est comme un art, c'est comme une science. Et donc, pour cela, il faut démarrer par la première et la plus importante des étapes, c'est repenser notre relation aux enfants. C'est aussi regarder à l'échelle d'une classe comment aider les enfants à gérer les conflits, comment à devenir eux-mêmes des médiateurs des conflits avec les autres enfants. C'est ce qui nous permettra d'atteindre une pacification collective. Prôner une éducation à la paix, selon Maria Montessori, c'est aussi repenser la place de citoyens des enfants dans le monde. Elle dit « Tandis que nous ne ferons pas confiance à la grande arme pour la paix qu'est l'éducation, les guerres continueront de se succéder aux guerres. » Comment vous dire que ce message est tellement d'actualité. Maria Montessori a été nommée à 3 reprises au prix Nobel de la paix en 1949, en 1950, en 1951. Elle n'a pas été récompensée, mais cela reflète l'importance de sa vision fondamentalement pacifique et humaniste. C'est dur, hein? Alors aujourd'hui, on parle beaucoup du besoin fondamental des enfants d'être en connexion avec la nature et tous les bienfaits que cela leur apporte. D'ailleurs, on voit beaucoup de programmes de Forest School se développer, et tant mieux. On voit aussi beaucoup que l'on réfléchit à l'aménagement maintenant des cours de récréation en les rendant beaucoup plus végétales. Et les soucis, malheureusement, écologiques que connaît notre planète vont être un enjeu de taille pour les enfants d'aujourd'hui. Et je suis sûre qu'ils vont trouver des solutions, moi je leur fais confiance. Et Maria Montessori, elle considérait déjà que la nature jouait un rôle essentiel dans le développement harmonieux des enfants. Pour elle, la nature, ça représentait déjà un lieu d'apprentissage important où les enfants pouvaient observer de manière concrète et mieux comprendre le monde, donc mieux y trouver leur place. Elle attachait, vous savez, aussi une très grande importance au développement sensoriel, et c'est vrai que la nature nous offre une grande richesse en termes de développement sensoriel. Elle avait aussi compris que les enfants, grâce à la nature, allaient apprendre la patience, allaient apprendre le sens de la responsabilité, parce que c'est vrai qu'un enfant qui plante une graine, il a besoin d'avoir de la patience pour la voir pousser, il a besoin de bien s'en occuper, et s'il veut qu'un jour ça devienne une belle plante. Et d'ailleurs, dans nos classes, tous les cycles de vie prennent énormément d'importance parce que c'est quelque chose d'un peu extraordinaire. Moi, je sais que j'ai vraiment à cœur d'émerveiller les enfants sur la nature. Que je me dis, plus ils seront émerveillés, plus ils auront envie de la conserver telle qu'elle est. Et Maria Montessori, elle avait développé aussi le concept, je ne sais pas si vous connaissez, mais d'éducation cosmique avec les fameux 5 grands récits qu'elle avait écrits, dont j'ai fait des livres, hein, je peux le dire, parce qu'il ne les vend plus, Monsieur Nemo, qui est dehors là-bas. Donc quand vous le verrez, dites-lui de rééditer les grands récits, parce que c'est très, très intéressant, les grands récits. Donc c'est l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la vie, l'histoire des hommes, l'histoire de l'écriture, l'histoire des nombres. Et c'est une vision éducative qui relie vraiment l'enfant à l'univers et qui lui fait comprendre son rôle dans le monde. Et en découvrant cette nature, en apprenant à l'apprécier, l'enfant il prend vraiment conscience qu'il fait partie d'un tout qui est vraiment plus grand que lui. Et l'éducation cosmique, elle lui permet aussi de développer un sentiment de responsabilité universelle et de comprendre que chacun, de la plus petite créature aux êtres humains, a un rôle à jouer. Et elle croyait vraiment que cette compréhension cosmique, ça favoriserait la paix intérieure et l'harmonie avec le monde.
Donc nous, quand on leur racontons les grands récits, c'est la même chose. On doit raconter avec un enthousiasme extraordinaire, on doit faire des expériences qui explosent partout et tout, et pour qu'ils se rendent compte qu'ils sont issus de quelque chose d'extraordinaire qui vient depuis très 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 longtemps, dont ils héritent aujourd'hui, et qu'il faut que justement, eux aussi, ils continuent cette chaîne et qu'ils en fassent quelque chose de très beau. C'est la preuve, encore une fois, que cette pédagogie est extrêmement révolutionnaire, c'est qu'elle avait déjà pensé à l'importance du lien avec le vivant pour les enfants. Alors, vous nous direz certainement, merci Stéphanie, merci Sylvie, on a bien compris, cette pédagogie est révolutionnaire, mais en même temps, elle est extrêmement connue et répandue à travers le monde. Alors oui, c'est vrai, c'est l'une des vitrines des pédagogies alternatives dans le monde, et ça, on le doit notamment à Maria Montessori, qui, de son vivant, avait compris l'importance de diffuser son modèle en voyageant. Donc elle a voyagé aux États-Unis, au Canada, elle a voyagé en Inde, comme je vous l'ai dit, en Angleterre. Tout ça pour échanger avec des éducateurs du monde entier, pour adapter ses pratiques à d'autres cultures et pour diffuser tout son savoir. Elle a aussi collaboré avec de nombreuses institutions reconnues, comme l'UNESCO, pour faire connaître son travail au plus grand nombre. Alors oui, c'est une pédagogie extrêmement reconnue, mais on ne va pas se mentir, ça reste une goutte d'eau dans tout le chemin qu'il y a encore à parcourir en termes d'éducation. Alors j'ai trouvé des chiffres très différents sur le nombre d'écoles Montessori dans le monde, mais on est en moyenne autour de 30 000 écoles, avec une majorité aux États-Unis, en Allemagne et en Angleterre. C'est pour vous montrer tout le chemin qui reste encore à parcourir pour faire connaître cette pédagogie à travers le monde. Alors pour la France, vous allez me dire, ah oui, mais cette pédagogie, elle est merveilleuse, mais elle est réservée aux familles les plus aisées. Je ne vais pas vous dire le contraire. Mais il y en a qui ajoutent, mais Maria Montessori se retournerait dans sa tombe. Et en fait, non, parce que Maria Montessori, elle a commencé avec les enfants les plus pauvres dans cette Casei dei Bambini de San Lorenzo. Mais il s'est passé des choses tellement extraordinaires que les gens du monde entier sont venus observer à travers des vitres. Ils étaient comme dans des cages. Mais il y avait des présidents, des reines, des rois. Et finalement, sa méthode, elle aussi, a été orientée vers les familles les plus aisées. Cependant, quand même, en France, il se passe quand même beaucoup de choses. Il faut être optimiste. Vous avez certainement entendu parler de l'expérience menée dans le système public avec Céline Alvarez, en 2013, qui a mis en place la pédagogie Montessori dans une école de maternelle de ZEP à Gennevilliers. Donc, cette expérience, elle a été quand même extraordinaire. Malheureusement, elle n'a duré que 2 années. Mais moi, j'ai remarqué qu'après cette expérience, il y avait de nombreux professeurs des écoles qui se sont mis à se dire « mais pourquoi moi, je ne ferais pas la même chose dans ma classe ?» Aussi, depuis de nombreuses années, on a vu apparaître des classes Montessori dans les écoles publiques ou aussi des classes hybrides. Et personnellement, moi, par exemple, j'ai participé à la création de 2 classes Montessori dans le public, dans une toute petite commune de Dordogne, ça s'appelle Blanquefort-sur-Briollance. C'est le maire, il m'a dit qu'on ne disait pas la mère, le maire, je ne sais plus comment on dit, Madame le maire. Madame la mère. Enfin bref, elle était enseignante, elle aimait beaucoup Montessori, et malheureusement, elle voyait que ces classes se vidaient, que sa commune, les gens s'en allaient, les maisons devenaient désertées, les commerces fermaient, et elle s'est dit, avec 2 enseignantes qui étaient également passionnées de Montessori, et si on créait nos classes Montessori? Alors elle s'est battue, je peux vous dire, elle a mené un sacré combat. Moi, j'ai formé les enseignants, je leur ai donné du matériel, et puis je les ai suivis. Et ces classes Montessori ont ouvert et je pense qu'elles existent encore. Moi, je suis beaucoup allée les voir, je les ai beaucoup suivies. Et comme par hasard ou pas, les habitants sont revenus, les gens faisaient des kilomètres pour aller dans ces classes. Les maisons se sont revendues, il y a eu des gens qui se sont installés sur la commune et les commerces ont ouvert. Comme quoi, quand même, il se passe des choses. En 2015, il y a aussi une association qui s'appelle Public Montessori, qui a vu le jour, et elle propose un grand nombre d'outils, je sais, pour les enseignants. Elle propose, je crois, des locations de matériel, elle propose des formations, elle propose des tables rondes, et elle regroupe aujourd'hui environ 500 enseignants. Nous, par rapport avec notre organisme de formation, je sais que j'ai formé énormément de profs des écoles. En ce moment, j'ai une enseignante qui fait une formation sur toute l'année dans ma classe, qui est en primaire, parce qu'elle a décidé de mettre en place cette pédagogie dans sa classe. Alors le problème, je trouve, c'est que dans le public, souvent, les enseignants doivent payer leur formation, doivent acheter le matériel, et donc c'est vraiment compliqué. Et pourtant, moi, je suis persuadée
que tout va venir de la base, tout va venir des professeurs. C'est sûr, ça ne peut pas venir des gouvernements. C'est le terrain qui va faire bouger les choses, surtout avec des ministres qui n'ont jamais été enseignants. Enfin bref. Et donc, je suis sûre que ça va venir de la base et qu'il va y avoir beaucoup de changements. Et par exemple, moi j'ai écrit par exemple 2 fois au ministre M. Blanquer, que Stéphanie a interviewé, je ne lui ai pas dit quand je l'ai vu, mais 2 fois j'ai écrit parce que des enseignants m'avaient demandé si on pourrait mettre de la pédagogie Montessori dans leur formation. Il m'a répondu que ça ne l'intéressait pas. Voilà, et donc pareil, dans le privé sous contrat aussi, il y a de plus en plus de classes Montessori. Eux, c'est plus facile parce qu'ils ont un organisme de financement de leur formation qui s'appelle Formiris, qui finance les formations pour les enseignants. Donc nous, on se déplace, on va dans les écoles et puis on va diffuser ça partout. Donc quand même, vous voyez, il se passe des choses et moi, je suis sûre que ça va continuer parce que les enseignants, je vois de plus en plus de maternelles, même qui ne sont peut-être pas purement Montessori, mais ce n'est pas grave. L'approche, elle est là, la philosophie, elle est là. Il y a de plus en plus d'écoles avec des classes mélangées, il y a de plus en plus d'enseignements de maternelle qui font de l'individualisation. Donc moi, je suis optimiste quand même, je vois que les choses changent beaucoup. Donc ça, c'est pour l'école en France. Et après, il y a quand même une chose qu'il faut se dire, parce que moi, parfois, quand je fais des formations, il y a des gens, ils pleurent, les mamans, des papas, ils disent « Oh, moi, je n'ai pas, mon enfant n'a pas bénéficié. » Il est cuit, en fait. Et donc, je dis « Oui, vous le jetez, puis vous en refaites un autre, et vous le mettez en Montessori, ça ira mieux. » Non, mais en fait, on peut faire énormément de choses à la maison, parce qu'en fait, c'est une philosophie. Pour moi, c'est pour ça que c'est quelque chose qui m'anime depuis que j'ai eu mes enfants, parce que c'est une philosophie de vie, c'est une approche de vie. Et donc, on peut tout faire à la maison. On peut les rendre autonomes, on peut leur développer leur confiance en eux, on peut les respecter, on peut mettre en place plein d'activités. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent pour mettre des étagères à leur niveau, une petite table pour faire des petits plateaux qu'on achète chez Action, et puis on fait des petits versets, on fait des trucs, et on peut leur acheter des petits balais, on peut leur donner des éponges. Mon petit-fils, il nettoie sa table après le repas, et on peut tout faire. Donc c'est pour ça que pour moi, c'est un grand optimisme, parce qu'on peut faire plein de choses à la maison. Bon, je vais arrêter parce que c'est trop long après. C'est à toi. Ah non, c'est à moi. Oh là, je vais me faire engueuler en sortant, je ne vous le dis pas. Elle m'avait bien dit qu'il ne fallait pas que je fasse des trucs comme ça. Mais moi, j'ai pas fait Montessori, c'est pour ça. Et donc... Ah oui, maintenant, il y a plein de gens qui disent aussi, maintenant, on a compris, on connaît Montessori pour les bébés, on connaît Montessori pour les maternelles, on connaît Montessori pour le primaire, mais on ne savait pas qu'il y avait des collèges Montessori. Eh bien, si, Maria Montessori, elle avait énormément réfléchi à l'éducation des adolescents, qu'elle considérait vraiment comme une période cruciale dans le développement de l'individu. Et elle faisait un parallèle entre l'enfant de 0-3 ans et l'adolescent. Elle appelait ça une renaissance. Et donc, elle a vraiment beaucoup réfléchi. Et elle disait qu'ils étaient vraiment à cet âge-là en quête de sens, en quête de trouver leur place dans la société. Et elle a proposé un système qu'elle appelait les Earthkinder, c'est-à-dire les enfants de la Terre. Et il y en a plusieurs Earthkinder aux États-Unis d'ailleurs. Et on les mettait, les adolescents, dans un cadre agricole. Moi, j'ai pas fait ça pour mes enfants parce que je voulais pas qu'ils s'en aillent loin de moi. Donc, j'ai fait toute autre chose. Donc, les adolescents, ils participent à la gestion de la ferme, ils cultivent les aliments, ils gèrent les finances, ils vendent leurs produits. Et donc, comme ça, ils gagnent en autonomie, ils gagnent en discipline, et puis ils comprennent les ressources, les principes, l'économie, etc. Et ça les relie en même temps énormément à la nature, ça renforce leur endurance, leur sens du devoir, etc. Et elle disait aussi que plutôt que de les limiter aux enseignements académiques, il fallait leur proposer de s'impliquer dans des projets concrets et de mettre justement dans ces projets en application tous les matières académiques, en fait, comme les maths, etc. Donc c'est pour ça que dans les lycées Montessori, par exemple à Amsterdam, on les investit beaucoup plus dans des projets, dans des stages en entreprise, afin que justement ils apprennent à régler des problèmes émotionnels, à gérer les défis, etc. Et qu'elle disait qu'on les mette dans une ambiance extrêmement bienveillante, avec des adultes qui étaient prêts à écouter leurs émotions et à aider à les comprendre. Et moi, je vois comme ça change. Nous, on reçoit aujourd'hui, malheureusement, de plus en plus de jeunes en phobie scolaire, mais vraiment, malheureusement, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et rien que cet environnement avec des adultes bienveillants, qui les accompagnent, qui les écoutent, qui les prend comme ils sont, qui font une éducation complètement individualisée,
à leur rythme, qui leur permettent d'exprimer leurs émotions, ça change tout. Et en fait, ce n'est pas grand-chose en fait, quand on y pense. Moi, j'ai une jeune fille qui s'appelle Alice, qui vient d'arriver en première. Elle ne gère absolument pas ses émotions par rapport aux devoirs sur table. Elle a très peur, il faut qu'elle ait les meilleures notes. Vous savez, c'est une excellente élève. Et elle pleure, mais on l'accueille, on l'écoute, on lui dit qu'elle n'est pas obligée de les faire tout de suite, qu'on ne va pas noter. Mais ce n'est pas compliqué, en fait. Et moi, je lui dis, le bac, ce n'est pas dur, tu vas l'avoir, de toute façon. Donc, apprends, aidons-les à gérer leurs émotions. Et puis, elle avait remarqué aussi qu'elle avait observé leur rythme biologique aussi, que ce n'était pas le même, qu'ils avaient besoin de plus de repos, plus de sommeil. Et donc, dans des établissements comme à Amsterdam, par exemple, ils ont des emplois du temps allégés et ils ont aussi des périodes de travail qui sont plus flexibles. Alors, je vous promets, je ne suis pas une tortionnaire, mais je vois Anne-Sylvie qui me fait des signes dans tous les sens. Donc, on va conclure très, très vite, parce que l'idée, c'était aussi de vous laisser le temps de poser des questions, mais je pense qu'on va avoir le temps de 2 minutes de questions. Mais donc, on va aller très, très vite sur la suite. Ce qu'on voulait vous montrer, c'est qu'en fait, Montessori, ça peut s'adapter à tous les âges de la vie. Alors moi, je me renseigne aussi beaucoup à ce qui se passe dans le monde adulte et notamment dans le milieu professionnel. On parle maintenant de management à la montessorienne. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à m'écrire parce que j'ai lu beaucoup de choses passionnantes à ce sujet, dans la manière de revoir les méthodes de management, mais aussi le cadre de travail en entreprise. Et sur les personnes âgées aussi, c'est passé des choses extraordinaires à ce niveau-là, notamment pour les personnes atteintes d'Alzheimer. Mais je vous propose de conclure. Alors, le titre de la conférence était « Pourquoi la pédagogie Montessori est-elle si révolutionnaire ?» Nous aurions pu la nommer « Pourquoi Maria Montessori et ses recherches représentent une révolution dans notre conception de l'enfance et bien plus encore ?» Mon histoire avec Sylvie autour de la pédagogie Montessori, vous l'aurez compris, est singulière. Il y a plus de 30 ans, mes parents étaient vus comme des adultes irresponsables, insensés. On leur disait qu'ils ne nous prépareraient pas au monde de demain, qu'on ne serait pas formés aux attentes de la société vis-à-vis de la réussite scolaire et professionnelle. Cette secte, comme l'a dit Sylvie et comme beaucoup de personnes surnommaient notre école, allait nous marginaliser. Alors aujourd'hui, les critiques ont évolué. C'est à mon tour de faire face à toutes ces interrogations autour de ce modèle. Est-ce que Maria Montessori et sa pédagogie, ce n'est pas plutôt un outil marketing efficace? Est-ce que ce n'est pas uniquement réservé aux familles aisées? Est-ce que ce n'est pas très bien pour les enfants en bas âge, mais après, à quoi ça sert? À quoi bon? Est-ce que ça ne protège pas trop les enfants? Est-ce que ça ne fait pas des enfants rois? Au contraire, est-ce que ce n'est pas trop laxiste? Est-ce que ça ne nous prépare pas assez aux violences de notre monde? Alors, certaines de ces interrogations sont compréhensibles, puisque notre système éducatif aujourd'hui est extrêmement inégalitaire. Mais au fond, de nombreuses de ces critiques pointent souvent la même chose du doigt, la peur d'un autre monde. Car Maria Montessori, en défendant le droit des femmes, en parlant de l'enfance, en parlant des personnes porteuses de handicap, elle était loin de s'imaginer que son approche au XXIe siècle serait associée à une forme de consumérisme ou à un modèle reproduisant des inégalités scolaires et sociales. Son projet, son travail s'inscrivait dans un projet de société global qui va bien plus loin que l'éducation, la politique, un projet pacifique, nouveau mais révolutionnaire, celui du siècle de l'enfant. Et c'est peut-être ce seul et unique message qu'on aimerait que vous reteniez aujourd'hui, c'est que acheter le bon matériel Montessori ou inscrire son enfant dans une école Montessori n'a que peu d'intérêt si on n'a pas compris cela. Comprendre la pédagogie Montessori, c'est ressentir cette urgence de l'enfance pour repenser notre monde, pour dépasser nos clivages, pour transcender nos affrontements, pour retrouver la paix, pour soigner notre lien à la nature. C'est prendre l'enfant comme point de départ. Et je vais terminer avec ces mots de Maria Montessori. Nous devons croire à l'enfant comme à un messie, comme à un sauveur capable de régénérer l'espèce humaine et la société. Merci. Merci beaucoup à toutes les deux. On n'aura pas beaucoup de temps pour les questions, mais je vous en laisse quelques-unes. Il y a quelqu'un là-bas, si tu peux bien. Le monsieur qui lève le bras là-bas. Ah, mais il y a une dame aussi là. Il y a une dame. J'ai vu le monsieur en premier et j'ai donné à la dame après. Voilà, si vous pouvez vous lever comme ça. Et je reste là en tant que gardienne du temps. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, quand j'ai lu le livre de Montessori, je l'ai trouvé
incroyable. Enfin, c'est clair, c'est évident. Et donc, quand je vois l'école que je vois, parce que je suis père de 2 filles de 7 et 9 ans, je ne m'explique pas pourquoi cette révolution copernicienne n'a pas prise, et est encore dans le système ptolémaïque pour grande partie des choses. Et parce que c'est en philosophie. Est-ce que vous avez une explication pourquoi, surtout dans certains pays comme en France, il n'y a pas eu ces changements culturels que Montessori a amenés en fait? C'est une très grande question. Moi, je vais vous donner mon sentiment. Moi, je pense que ça fait des êtres trop libres. Ça fait des êtres qui pensent par eux-mêmes. Donc ça fait des êtres qui sont plus difficiles à gouverner, à commander, à leur dire tu fais ci, tu fais ça, parce qu'ils pensent trop par eux-mêmes, ils sont trop autonomes. C'est ma réponse que j'ai trouvée. Bonjour. Donc en vous écoutant, j'ai trouvé des points communs avec la méthode éducative prônée par John Dewey, mais je voyais une différence. Vous allez peut-être me démentir par rapport à l'insistance de l'individualisation du développement de l'enfant. Ma question porte donc sur le développement de l'intelligence collective dans la méthode Montessori, et aussi sur l'apprentissage de la démocratie, qui est un point insistant chez John Dewey. Je voulais savoir, étant donné que les problèmes qui se profilent à l'humanité vont mettre en danger la démocratie et nécessiter une mise en commun des intelligences, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment la méthode Montessori peut aider sur ce plan-là? Merci. Tout ça en 2 minutes. Une minute. Que des bonnes questions. Je ne sais pas ce que tu veux rajouter sur l'aspect individuel. Moi, on a parlé des classes multi-âges. C'est que le fait qu'ils soient mélangés en âge, moi je le vois dans nos classes, et entre parenthèses, je vous invite tous à venir dans ma classe, quand vous voulez. Je suis à Bailly, vous venez, ça se passe vraiment comme ça. À Bailly, dans les Yvelines. Vous m'envoyez un petit mail et vous venez. Le mélange des âges fait que les enfants s'aident beaucoup. En fait, ils travaillent énormément ensemble. Et c'est une façon justement de leur apprendre à travailler ensemble, puisque dans les classes, ils ont entre 3 et 6 ans. Les enfants restent en général 3 ans dans une classe, avec le même enseignant. Donc les plus grands, ils apprennent aux plus petits. Les plus petits apprennent en regardant les plus grands. Les plus grands apprennent à respecter les plus petits, à les écouter, à ne pas les bousculer, etc. Et donc il y a beaucoup d'entraide. Nous aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on attaque beaucoup, comme je vous disais, d'enfants à besoins spécifiques, qu'on inclut, et on organise des jeux collectifs avec ces enfants. Quand ils vont en musique, par exemple, ils vont ensemble. Quand on fait des spectacles, ils les emmènent, ils font ensemble. Moi, je crois beaucoup au mélange des âges, qui fait qu'on les incite vraiment à travailler ensemble. Et sur l'aspect démocratique, c'est un très bon point. Ça ne fait pas. Ouais. On va creuser, on va revenir vers vous, parce qu'en effet, moi, c'est aussi un modèle qui m'intéresse beaucoup, les écoles démocratiques. Et en effet, sur ce point-là, Maria Montessori parlait beaucoup de l'importance de développer des citoyens prêts pour le monde d'aujourd'hui et le monde de demain. Mais après, concrètement... Non, elle n'a pas parlé de ça. Ouais. Merci. Merci à vous.